Premier pas en grec ancien. La première chose à faire est de se familiariser avec l'alphabet. Il est constitué de 24 lettres. On en reconnaît certaines, ou à peu près. D'autres dessins sont nouveaux par rapport à notre alphabet. Les plus difficiles au début sont celles qui ressemblent aux lettres de notre alphabet, mais qui se prononcent différemment. Dans une autre vidéo d'initiation, dont le lien se trouve en description de celle-ci, j'ai passé en revue les unes après les autres les 24 lettres de l'alphabet du grec ancien. Mais on peut se familiariser autrement avec cet alphabet, par exemple en lisant lentement quelques mots. Le soleil se dit O Hélios. Omicron, esprit rude. L'esprit rude est une sorte de petit demi-cercle dont l'ouverture est à droite. Il note une légère expiration dans la prononciation. Omicron, esprit rude correspond à l'article masculin français le. Ensuite Hélios, état, esprit rude, accent aigu. Tout mot commençant par une voyelle surmontée d'un esprit, rude ou doux. La lettre état est difficile au début, car elle ressemble à une lettre française, à laquelle il faudrait ne pas penser pour éviter les confusions. Un peu comme en musique, ne pas penser à la clé de sol si vous lisez en clé de fa ou en clé d'ut. Sinon on mélange tout. Donc état, esprit rude, accent aigu, lambda, iota, omicron, sigma final. Donc O Hélios, le soleil. O Géorgos, le paysan. La racine gé renvoie à la terre, qu'on retrouve dans géographie ou géométrie. Écrire ou décrire la terre pour géographie, mesurer la terre pour géométrie, et orgone le travail. Donc Géorgos, celui qui travaille la terre, ce qui donne le prénom Georges en français. On retrouve l'article masculin O, omicron esprit rude, gamma, epsilon, oméga, rho qui est une lettre difficile, ne pas penser à la lettre française qui lui ressemble. Rho correspond à notre R français, donc rho, gamma, omicron accent aigu, sigma final. Gamma epsilon, G, oméga rho, or, gamma, omicron accent aigu, sigma final, gos. G, or, gos. Géorgos, le cultivateur, celui qui travaille la terre. Et fusis, la nature. État, esprit rude, c'est l'article féminin. Phi, ypsilon accent aigu, sigma, iota, sigma final. Phi, ypsilon accent aigu, fu, sigma, iota, sigma final, 6. Fu, 6. Fusis, la nature. On reconnaît le mot physique en français. Vous voyez que le Y porte mal son nom, puisqu'il se prononce U. Le sigma a deux apparences possibles, un sigma tout court, ou un sigma non final, et un sigma final, en fin de mot. Gai, la terre. État esprit rude, l'article féminin. Gamma, état accent circonflexe. Gai. Gai, la terre. To bibélion, to omicron accent grave, c'est l'article neutre. Bêta initial, iota, bêta, lambda, iota accent aigu, omicron, nu. To bibélion, le livre. Il y a deux dessins pour la lettre bêta, un bêta initial et un bêta non initial ou bêta tout court. Cette distinction est considérée comme caduque par certains grammairiens, qui n'utilisent que le bêta initial, mais certains autres respectent la tradition et utilisent les deux représentations. Cela dit, si vous tombez sur des livres anciens, vous aurez les deux graphies. Donc il y a 26 dessins pour 24 lettres minuscules, puisqu'il y a 2 fois sigma et 2 fois bêta. Les majuscules ne sont pas concernées, il y en a donc 24. Donc to bibélion, le livre,
On reconnaît évidemment le mot Bible, qui est considéré comme le livre ancien par excellence. To, soma, le corps. To, omicron, accent grave, l'article neutre. Sigma, oméga, accent circonflexe, mu, alpha. To, soma, le corps. On reconnaît l'adjectif français somatique. Maintenant, nous nous intéressons à l'accentuation des mots. Un mot accentué à l'aigu sur sa finale est un occiton. C'est le cas de Georgos. S'il est accentué à l'aigu sur la pénultième, c'est-à-dire l'avant-dernière, du latin paene ultimus, presque le dernier, c'est un paroxyton. C'est le cas de Fusis et de Biblione. Si l'accent aigu tombe sur l'antépénultième syllabe, ce qui est le maximum, car on ne peut pas aller plus loin en arrière, c'est ce que les grammairiens ont appelé la loi de l'imitation. Sur l'antépénultième donc avant la pénultième, c'est-à-dire l'avant-avant-dernière, c'est un proparoxyton. C'est le cas du mot hélios. Si le mot est doté d'un accent circonflexe sur sa finale, c'est un périspomène. C'est le cas du mot gai. Si l'accent circonflexe se situe sur la pénultième, c'est un propérispomène. C'est le cas du mot soma. Et pour finir, si le mot est surmonté d'un accent grave sur la finale, c'est un baryton. C'est le cas de l'article neutre to. Certains grammairiens n'utilisent pas ces termes. Occiton, paroxyton, proparoxyton, périspomène, propérispomène, baryton, mais d'autres les utilisent. Il est vrai que ça paraît un peu compliqué, mais il faut bien reconnaître que c'est assez pratique pour aborder le problème de l'accentuation. Par exemple, une règle d'accentuation dit que l'occiton devient baryton devant un mot accentué. C'est ce qui explique que dans les deux exemples précédents, au biblione et au soma, l'article neutre to était présenté en baryton, car il était suivi d'un mot accentué. Dans les dictionnaires, les lexiques ou la présentation de mots isolés, ceux qui sont accentués à l'aigu sur leur finale restent présentés en occiton. Mais dans le corps d'un texte en grec ancien, ils apparaîtront en baryton s'ils sont suivis d'un mot accentué, ce qui sera presque toujours le cas. Opotamos, le fleuve, omicron esprit rude, l'article masculin. Vous voyez au passage que l'article n'est pas accentué, un esprit n'est pas un accent, par opposition à l'article neutre to qui lui est accentué. L'article o est ce qu'on appelle en grammaire un proclitique, c'est-à-dire des mots qui n'ont pas d'accent propre et qui s'appuient sur le mot accentué suivant, comme si l'article et le substantif faisaient corps, opotamos. Pi, omicron, to, alpha, mu, omicron accent aigu, sigma final. Opotamos, le fleuve. On retrouve ce mot dans hippopotame. Hippos, le cheval, potamos, le fleuve. Hippopotame, le cheval du fleuve. Potamos est un occiton. Il est accentué à l'aigu sur sa finale. Il deviendra baryton devant un mot accentué. C'est-à-dire que l'accent aigu devient grave, ce qui sera presque toujours le cas dans un texte. Est Séléné, la lune. Est un esprit rude, l'article féminin, qui est également proclitique, c'est-à-dire un mot non accentué qui s'appuie sur le mot accentué suivant. Les proclitiques sont monosyllabiques en grec ancien, sigma, epsilon, lambda, état accent aigu, nu, état. Séléné, c'est un paroxyton, c'est-à-dire un mot accentué à l'aigu sur la pénultième. Est alata, la mer. De nouveau l'article féminin, état esprit rude, theta, alpha accent aigu, lambda, alpha, deuto, alpha. Thalata, on reconnaît presque le mot thalassothérapie. Le mot thalata existe également sous la forme thalassa, en remplaçant les deux taux par deux sigma. Thalata avec deux taux est la forme attique.
Thalassa avec 2 sigmas est la forme ionienne. Ce qu'on appelle grec ancien est un mélange des deux. C'est, pour être précis, de l'ionien attique. Mais par simplification, on dit attique tout court. Donc le français, en disant thalassothérapie, s'est inspiré de la forme ionienne. La langue, par exemple, se dit glotta en attique, gamma, lambda, oméga, accent circonflexe, glo, 2 tau alpha, ta pour la forme attique, 2 sigma alpha, sa pour la forme ionienne. Donc glotta ou glossa, la langue, aussi bien l'organe que le langage, comme en français. Dans polyglotte, par exemple, un polyglotte est une personne qui parle plusieurs langues. Le français a repris la forme attique, mais dans glossaire, un glossaire est un recueil de mots, le français a utilisé la forme ionienne, la forme glossa avec 2 sigmas. Il est très fréquent que 2 taux en attique correspondent à 2 sigmas en ionien. Dans les dictionnaires, vous trouverez l'abréviation A2T pour l'attique et ION pour l'ionien. Thalata est un proparoxyton puisqu'il est accentué à l'aigu sur l'antépénultième syllabe. C'est d'ailleurs le recul maximum de l'accent aigu. C'est ce que les grammairiens ont appelé la loi de l'imitation. Tau pur, le feu. Tau l'article neutre. Pur, pi, upsilon accent circonflexe, rho. On reconnaît le français pyromane, avec le y qui se prononce i en français, mais u en grec ancien. Pur est un pyrispomène, accent circonflexe sur la finale. Tau didaskaleion, l'école. On reconnaît didactique ou autodidacte. De nouveau l'article tau au neutre, présenté en baryton devant un mot accentué, c'est-à-dire avec un accent grave sur sa finale. Didaskaleion, delta, iota, delta, alpha, sigma, kappa, alpha, lambda, epsilon, iota, accent circonflexe, omicron, nu. Didaskaleion. Le couple epsilon iota forme une diphtongue. Dans une diphtongue, l'accent est placé au-dessus de la deuxième lettre. Ici, iota accent circonflexe. Didaskaleion est un propérispomène, accent circonflexe sur la pénultième. Donc on a ici les différentes accentuations possibles. Potamos, oxyton, accent aigu sur la finale. Il devient baryton, accent grave sur la finale, devant un mot accentué. Comme l'article neutre tau, baryton devant un mot accentué. Les articles masculins et féminins o, et ne sont pas accentués. Ils ont l'esprit rude, mais l'esprit n'est pas un accent. Ces articles sont des proclitiques. Ils s'appuient sur le mot suivant. Séléné, paroxyton, accent aigu sur la pénultième. Thalata, proparoxyton, accent aigu sur l'antépénultième. Pur, périspomène, accent circonflexe sur la finale. Didaskaleion, propérispomène, accent circonflexe sur la pénultième. Pour écrire manuscritement le grec ancien, on imite les caractères d'imprimerie en détachant toutes les lettres. Par exemple, o logos, le langage, la raison, omicron esprit rude, lambda, omicron accent aigu, gamma, omicron sigma final. Donc il n'y a pas de ligature en grec ancien dans l'écriture manuscrite. Chaque lettre est détachée. On reproduit manuellement ce que donne l'imprimerie. Omicron esprit rude, lambda, omicron accent aigu, gamma, omicron sigma final. O logos, le langage, la raison, le raisonnement, etc. Le français a francisé ce mot comme bien d'autres. Certains orateurs ou commentateurs parlent du logos. Le verbe être se dit einai.
epsilon iota esprit doux accent circonflexe nu alpha iota. Au présent de l'indicatif, cela donne eimi, ei, esti ou estin, esmen, este, eisi ou eisin. Vous voyez que la seule forme accentuée est en même temps la seule forme monosyllabique. Ei, epsilon iota esprit doux accent circonflexe. Vous êtes en traduction vous voyante, tu es en traduction tutoyante. Dans les langues anciennes, le vouvoiement n'existe pas, donc le tutoiement n'existe pas non plus, car le tutoiement et le vouvoiement sont corrélats. L'un n'existe que par la possibilité de l'autre. À la manière de pile ou face, il en résulte que toute deuxième personne du singulier, que ce soit un pronom, un adjectif ou une forme verbale, aura deux traductions dans les langues qui opèrent une distinction entre tutoiement et vouvoiement, une traduction tutoyante et une traduction vouvoyante. C'est le contexte qui permet de choisir l'une ou l'autre traduction, ou la sensibilité du traducteur dans les cas ambigus. Il en va de même du you anglais, qui se traduit en français tantôt par un vouvoiement, tantôt par un tutoiement, ce que montrent sans cesse les films en version originale sous-titrée. La troisième personne, tant du singulier que du pluriel, est dotée d'un nu optionnel. On a donc esti ou estin et eisi ou eisin. C'est ce qu'on appelle un nu éphelcistique, du grec ephelkustikos attiré à la suite. En grec on dira nu ephelkustikon, en mettant l'adjectif ephelkustikos au neutre, ce qui donne ephelkustikon, parce qu'une lettre de l'alphabet correspond à quelque chose de neutre. On dit aussi nu euphonique, car il sert à empêcher un hiatus. On utilise donc ce nu ephelcistique devant une voyelle, pour faciliter la prononciation, et on le trouve également en fin de phrase. On a le même principe en français avec des T euphoniques. On dit par exemple où va-t-il ? Un T a été rajouté pour rendre praticable la prononciation. De même on dit de préférence si long plutôt que si on, avec un L euphonique facultatif, mais préférable. On voit que les formes dissyllabiques du verbe eimi sont inaccentuées. En effet, ce sont ce qu'on appelle des enclitiques, du grec enklitikos. Epsilon esprit doux gamma kappa, gamma devant kappa se prononce nu, sinon le mot ne serait pas prononçable, logiquement translittéré n en français. Gamma se prononce nu devant kappa, ki, xi, ainsi que devant un autre gamma, d'où sphinx, par exemple en français avec un N, ou encore ange, N devant un G, etc. Ces nus de prononciation sont des gammas à l'écrit en grec ancien. Donc epsilon esprit doux, gamma, kappa, lambda, iota, tau, iota, kappa, omicron accent aigu, sigma final. Enklitikos, enclitique. Cela signifie que le mot repose sur le mot précédent. La syllabe cli d'enclitique est la même que celle de clinique ou incliné. Le mot est incliné en arrière et il repose sur le mot précédent. On a le même procédé en français. Dans où va-t-il, il est enclitique. Mais en grec ancien, il n'est pas relié par un trait d'union qui n'existe pas. Les enclitiques n'ont pas d'accent propre, mais peuvent être accentués accidentellement. La lune est belle, par exemple, se dira Selene esticale, où la forme esti sera accentuée. C'est une règle d'accentuation du grec ancien. Un enclitique dissyllabique est accentué sur sa finale devant un paroxyton. C'est le seul cas où l'enclitique dissyllabique est accentué. Vous voyez que Selene est un paroxyton, c'est-à-dire un mot accentué à l'aigu sur sa pénultième. Donc esti, qui est un enclitique dissyllabique, est accentué sur sa finale. Si l'on inverse esti et calais, Selene calais esti sera inaccentué puisque calais n'est pas un paroxyton,
On peut éventuellement rajouter un UFL cystique en fin de phrase, SLN calais estine, mais ce nu de fin de phrase semble optionnel, ce qui est logique puisque la phrase se terminant, il n'y a pas d'hiatus à éviter. Mais on le trouve parfois sans doute parce que la prononciation est plus jolie. Donc SLN calais esti ou SLN calais estine. Quant à Calais, il se maintiendra occitan, car il se situera devant un mot inaccentué. L'occitan ne devenant baryton que devant un mot accentué. Donc si on inverse esti et Calais, Calais reste tel quel, et esti perd son accent, et peut se doter d'un UFL cystique facultatif. Notez que l'esprit se note en haut à gauche d'une majuscule. Les accents et les esprits se notent au-dessus des minuscules, mais en haut à gauche des majuscules. Si l'on veut traduire où se trouve le paysan, on dira Puestino Georgos. Dans cet exemple, estine n'est pas accentué, car pou n'est pas un paroxyton, c'est un périspomène, et il est doté d'un UFL cystique final devant une voyelle pour éviter un hiatus. Le point-virgule du grec ancien correspond à notre point d'interrogation en français. Une autre règle d'accentuation dit qu'un pro, c'est un moyen mnémotechnique pour désigner un proparoxyton ou un propérispomène, est réaccentué sur sa finale devant un enclitique. Devant un enclitique, sous-entendu que l'enclitique soit monosyllabique ou disyllabique. La règle précédente concernait les enclitiques disyllabiques. Ici, elle concerne l'enclitique tout court. Si l'on veut dire, par exemple, l'homme est un animal rationnel, on écrira par exemple o anthropos esti zoo logikon. Anthropos étant un proparoxyton, c'est-à-dire accentué sur l'antépénultième syllabe, il se trouve réaccentué à l'aigu sur sa finale devant un enclitique. C'est un cas particulier où le mot est accentué 2 fois. Le petit trait situé en dessous de l'oméga de zoon est un iota souscrit. C'est un petit iota qu'on écrit en dessous de l'oméga. Zeta, oméga iota souscrit accent circonflexe, omicron nu. Zoon, être vivant, animal. Certains grammairiens suggèrent de ne pas le prononcer du tout, d'autres de le prononcer faiblement, zoion par exemple. Zoon ou zoion. Quand les mots sont écrits en majuscules, ils n'ont pas de signe diacritique, et le iota souscrit devient iota adscrit. Zeta, oméga, iota, omicron, nu. Si l'on veut dire « je suis athénien », on écrira Athénaios eimi. Athénaios est un propérispomène, c'est-à-dire doté d'un accent circonflexe sur la pénultième. Il est donc réaccentué sur sa finale devant un enclitique. Et l'on a coup sur coup accent circonflexe, accent aigu. Il est absolument inutile d'apprendre ces règles. Il faut juste savoir qu'il existe des accentuations accidentelles, et donc que ce ne sont pas des fautes de frappe, des lapsus clavis, comme on dirait en latin, littéralement des glissements de clavier, mais des présentations tout à fait correctes qui s'expliquent grammaticalement. D'une manière générale, il s'agit de répartir équitablement les accents, en évitant trop de syllabes atones consécutives, tout en bannissant également 2 accents aigus consécutifs. L'accent aigu est censé monter la voix, disent les grammairiens. Il faut donc éviter de la monter 2 fois de suite. En revanche, un accent aigu après un accent circonflexe est possible, car l'accent circonflexe monte puis descend la voix. La voix se trouvant alors au niveau bas, elle peut remonter, selon les normes de ce qu'on appelle la prononciation restituée. Mais pour ma part, je me contente de prononcer le grec ancien à la française, car je m'attache essentiellement à la grammaire. De toute façon, nous n'avons pas de preuve absolue sur cette prononciation, puisque bien sûr nous n'avons pas d'enregistrement d'époque. Pour toutes ces petites curiosités de présentation et d'accentuation,
vous pourriez imiter le programme d'échecs de Google, qu'il a baptisé AlphaZero. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, et 0, c'est le premier nombre, qui est basé sur l'auto-apprentissage. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun algorithme particulier. Les ingénieurs de la très célèbre firme ont simplement entré la règle du jeu, sous la forme de codes spéciaux, et le programme a joué contre lui-même pour apprendre à jouer. Méthode on ne peut plus inattendue mais révolutionnaire. Je n'irai pas jusqu'à dire que Google a lu mon conte de fées échiquéen, mais on peut dire que les choses sont dans l'air ou dans le vent. D'où le verbe inventer, voir ce qui est dans le vent, innuento ou inventum. Car quand un journaliste demande à ce jeune champion en herbe qui lui a appris à jouer, il répond « Personne ne m'a appris. J'ai simplement regardé un logiciel d'échecs jouer contre lui-même. » Il y a une fonction dans le menu déroulant qui s'appelle ordinateur contre ordinateur. C'est ainsi que j'ai fini par comprendre la marche des pièces, y compris la prise spéciale. Vous voyez qu'il ne connaît pas le terme prise en passant, et l'inversion tour-roi. Il ne connaît pas non plus le terme roc, petit roc ou grand roc. C'est pourquoi il utilise une périphrase pour décrire ce mouvement, et aussi ce qu'il fallait chercher à obtenir pour aller dans le sens du jeu, à savoir l'encerclement du roi opposé par l'action de ses propres pièces sur lui. C'est exactement ce qu'a fait Google avec son programme d'échecs AlphaZero, qui a rencontré en fin 2017 le champion du monde des ordinateurs qui s'appelle Stockfish. En fin 2017, il y a eu le championnat du monde des programmes d'échecs qui a vu la victoire du module nommé Stockfish. Ensuite, une filiale de Google qui avait programmé AlphaZero a proposé un match en 100 parties contre Stockfish, en faisant tourner les ordinateurs 24 heures sur 24, comme c'est le cas dans ce genre de championnat électronique. Le score est sans appel, puisqu'il est de 28-0, les deux machines ont fait 72 nuls, et AlphaZero a gagné 28 parties très disputées. Ici, arrêt sur image, AlphaZero qui a les blancs vient de perdre un pion. C'est la conséquence qu'il avait prévue de la poussée centrale 5. C'est un sacrifice à très long terme que très peu de joueurs humains oseraient, puisqu'on donne un pion et que ce pion est passé, et va être soutenu, ce qui est en général très mauvais pour la finale. Mais encore faut-il y arriver, car selon un mot humoristique attribué à Bobby Fischer, l'ancien champion du monde, entre l'ouverture et la finale, Dieu a mis le milieu de jeu. AlphaZero donc, dans son apprentissage ex nihilo, à partir de rien, simplement en jouant contre lui-même, conclut qu'il peut jouer avec un pion de moins, du fait d'un avantage d'espace qui va étouffer son adversaire petit à petit. Et ce, bien que les deux machines jouent à un niveau évalué à 3200-3300 Elo, c'est-à-dire 300 ou 400 points de plus par rapport au champion du monde des humains, qui est Magnus Carlsen, dont le classement gravite autour de 2850 et n'a jamais taquiné la barre psychologique des 3000 points. Cet auto-apprentissage de l'algorithme peut interpeller, car on peut en faire une adaptation, même lointaine, dans l'étude du grec ancien. Quand vous observez par exemple ce que vous croyez être une anomalie d'accentuation, dites-vous bien que ce n'est pas une erreur. Le plus souvent, il y aura une explication rationnelle grammaticale. Mais il pourra aussi s'agir d'exceptions, car il y en a dans toutes les langues, c'est inévitable. Par exemple, vous remarquerez que l'accentuation verbale est récessive. Récessive, c'est-à-dire que l'accent remonte au plus haut dans le verbe, jusqu'à concurrence de l'antépénultième syllabe, selon la loi de l'imitation qui concerne tous les mots. Si le verbe n'a que 2 syllabes, l'accent a toute chance de ne pas bouger, même si la finale s'augmentait d'une syllabe dans une forme. Mais si le verbe a 3 syllabes, il va se présenter sous la forme d'un proparoxyton,
avec un accent aigu sur l'antépénultième syllabe. Mais si la finale devient longue dans une forme, l'accent va descendre d'une syllabe, parce que la longue compte double. Si l'on compte 1, 2 pour cette longue, la loi de l'imitation est respectée, et l'accent aigu se trouve sur la pénultième, ce qui fait que le proparoxyton devient paroxyton. On retrouve ce processus avec certains adjectifs, qui sont par exemple proparoxyton au masculin en os, mais paroxyton au féminin en a. Par exemple deutéros qui signifie deuxième, deutéros ou deutéros. La diphtongue epsilon upsilon se prononce eu ou e, deutéros ou deutéros, deuxième. Les grammairiens ne sont pas tous d'accord sur la prononciation. Certains disent e, d'autres eu, deutéros donc, qui est proparoxyton au masculin, avec un accent aigu sur l'upsilon, car l'accent se met sur la deuxième voyelle d'une diphtongue, devient paroxyton au féminin deutéra, avec un accent aigu sur la pénultième, et ce parce que l'alpha final du féminin deutéra est long. C'est une sorte de piège, car le dictionnaire donne entièrement le masculin, mais uniquement les terminaisons du féminin et du neutre. A pour le féminin, on pour le neutre. Dans cette présentation, le déplacement de l'accent au féminin n'est pas visible. Mais il ne faudra pas s'étonner de voir deutéra en paroxyton. Dans la Bible, par exemple, on parle du premier jour, du deuxième jour, jour éméra, qu'on retrouve dans éphéméride, le deuxième jour, deutéra éméra, avec deutéra accentué sur la pénultième. Le grec ancien est comme le latin une langue déclinée, c'est-à-dire que les mots changent de forme suivant leur fonction dans la phrase. Jusqu'à présent, les mots grecs étaient au nominatif, c'est-à-dire qu'ils auraient été sujets dans une phrase complète. On appelle nominatif le sujet de la phrase. Les substantifs sont présentés au nominatif dans les dictionnaires. Donc si le paysan est sujet, on dira o Georgos. Le vocatif est le cas de l'interpellation quand on parle à quelqu'un. Si je m'adresse au cultivateur, je dirais o Georgé pour lui adresser la parole. La particule exclamative o, oméga esprit doux accent circonflexe, étant facultative, et peut ne pas se traduire quand elle est exprimée. Cela dépend du contexte. Dans certains cas, on opte pour o accent circonflexe en français. Si maintenant le paysan est complément d'objet direct, on appelle ainsi le mot qui vient juste après le verbe. J'aime l'agriculteur, je vois l'agriculteur, j'interroge l'agriculteur. Ce sont des compléments d'objet directs qui viennent, comme leur nom l'indique, directement après le verbe. Dans ce cas-là, on dira ton georgon, et ce cas s'appelle l'accusatif. Le génitif est le complément du nom, qui se rend en français par la particule de ou du. Si je parle du champ du paysan, ou de la maison de l'agriculteur, ou de la femme du cultivateur, on dira tout georgou. Et pour finir le datif, c'est le cas en général du complément d'objet indirect. Si par exemple on parle au paysan, vous voyez que parler n'admet pas un complément direct, mais indirect. Car il y a une particule qui sépare le verbe du complément, parler au paysan. Dans ce cas, on dira to georgo, ou toi georgoi, si l'on prononce légèrement le iota souscrit, le iota ténu comme l'appellent certains grammairiens. Donc, cette suite de formes, georgos, georgé, georgon, georgou, georgo, constitue ce qu'on appelle une déclinaison, une sorte de conjugaison du substantif. Cela dit, la difficulté est amoindrie par la présence de l'article, qui reviennent sans cesse et qu'on finit par savoir par cœur sans y penser. Je termine cette vidéo par de petits exercices tout simples.
une suite de phrases élémentaires pour vous réconcilier avec l'alphabet grec. Tisei. Qui êtes-vous? En traduction vous-voyante. On se souvient que ei est la deuxième personne du verbe eimi, être, au présent de l'indicatif. C'est la seule forme accentuée, et c'est aussi la seule forme monosyllabique au présent de l'indicatif. On retrouve le point-virgule qui correspond à notre point d'interrogation. On constate que le pronom tis est resté occitan devant un mot accentué. C'est un cas particulier. Tis, en tant que pronom interrogatif, reste accentué à l'aigu. Pour dire bonjour, on dit kaire, littéralement, réjouissez-vous, en traduction vous-voyante. Kaire au Socrates, salut à vous, ô Socrate, ou tout simplement bonjour Socrate. La particule exclamative, oméga esprit doux accent circonflexe, peut ne pas se traduire. Elle annonce un vocatif. Ici Socrates est au vocatif. Le pluriel de kaire est kairete. Réjouissez-vous, mais ici c'est un pluriel, pour saluer plusieurs personnes simultanément. O philoi, littéralement ô amis. Kairete o philoi, bonjour mes amis. On retrouve la racine phil qui renvoie à ce qu'on aime, que ce soit des êtres ou des choses, cinéphile, philanthrope, etc. Philoi est ici un vocatif pluriel, c'est aussi la forme du nominatif pluriel. Ligei o Socrates, littéralement dit le Socrate. Les Grecs ne disent pas Socrate, mais le Socrate. Donc ici, o Socrates est au nominatif, en tant que sujet du verbe legei. Kairete o philoi legei o Socrates. Bonjour mes amis, dit Socrate. Notez le changement de place de l'accent aigu entre le vocatif et le nominatif de Socrates. La voyelle état du nominatif est longue, elle compte donc double, en comptant 1, 2 pour la finale tes. L'accent aigu se trouve bien en troisième position, alors qu'au vocatif l'epsilon est bref. Donc le vocatif est un proparoxyton et le nominatif un paroxyton. Esticala rhoda, il y a de belles roses. La racine cal renvoie au beau, qu'on retrouve dans calligraphie par exemple, et rhodone c'est la rose, ici au pluriel rhoda. Autre règle orthographique du grec ancien, le rho est doté d'un esprit rude, d'où en français rhododendron. Rhodone signifie rose et dendrone arbre. Rhododendron c'est donc la concaténation de deux mots grecs. Rhodone, dendrone, rose, arbre. C'est un arbre de rose. Et le rho esprit doux est translittéré en français par RH. Voilà pourquoi tant de mots français commencent par RH. Ils viennent du rho initial grec, doté d'un esprit rude. Notez qu'esti est ici accentué comme un verbe, car il n'est pas enclitique dans cet exemple. Il signifie il y a. Esti n'est enclitique qu'en tant que forme conjuguée du verbe être. Dans d'autres acceptions, comme il y a ou il est possible, il n'est plus enclitique et est accentué comme un verbe, qui se caractérise par une accentuation récessive, c'est-à-dire en remontant le plus haut possible dans le verbe, jusqu'à concurrence de l'antépénultième syllabe. Notez également que le verbe est au singulier pour un sujet pluriel. C'est un autre caprice de la grammaire du grec ancien. Quand le sujet est un neutre pluriel, le verbe se met au singulier. L'exemple officiel est donné par la phrase suivante. Tazoa trekei. Les animaux courent. C'est un aimable mot de passe que les professeurs se chuchotent à l'oreille dans les couloirs et les escaliers, quand les inspecteurs des écoles viennent visiter les collèges et les lycées pour superviser la qualité de l'enseignement dispensé. Les hellénistes considèrent que c'est là leur cri de ralliement. Donc tazoa est un autre pluriel, les animaux, et trekei est un singulier, comme si l'on disait les animaux, tout ça dans son ensemble, ça court.
De même Estica rhoda, il y a des roses, tout ça dans son ensemble, c'est beau. D'ailleurs en français on peut très bien dire il est de belles roses, avec il est au singulier et de belles roses au pluriel. Ora est ergam estai, c'est l'heure de travailler. Vous voyez que l'oméga initial du mot aura est doté d'un esprit rude, d'où le H initial en français au mot heure. Ora est un paroxyton, donc l'enclitique estine est accentué sur sa finale. Accent grave, baryton, devant un mot accentué, nu FL cystique devant voyelle. Ce nu euphonique n'est pas obligatoire, c'est simplement une tendance assez nette. Le grec ancien est assez souple et tolérant. Vous trouverez ici ou là des occurrences où le nu FL cystique n'est pas noté. C'est simplement assez rare. Orotone Georgone, je vois le paysan. Une phrase simple pour utiliser l'accusatif ton Georgone. La racine erg ou org dont les mots renvoient au travail, ergadzestai travailler, Georgos travailleur de la terre. Gnotis et autone, connaissez-vous vous-même en traduction vous-voyante. C'est une recommandation très ancienne qu'on trouve gravée à l'entrée du temple de Delphes. On reconnaît la racine de gnose, la connaissance. Oi poietai legusitonupnon adelphonainai tout anatu. Un exercice un peu plus difficile. Oi poietai, legusi, tonupnon, adelphonainai, tout anatu. Oi poietai, les poètes. Le mot poète vient du verbe poio, faire. Le poète est un faiseur. C'est ce que j'ai expliqué dans mon rêve familier. Harmonique et résonance autour d'un poème saturnien, où Verlaine dit « je fais » souvent ce rêve étrange et pénétrant. Ce genre de commentaire est illisible et inéditable classiquement. C'est fait pour les happy few, les quelques heureux, les passionnés. L'idée est de suggérer que tout est lié. On part simplement d'un poème qu'on peut qualifier de parfait, qu'on décortique pour ainsi dire mot pour mot ou fragment par fragment. Les numéros en marge renvoient aux upomnemata, qui sont des notes personnelles pour fortifier la mémoire, qu'on peut d'ailleurs lire dans un ordre arbitraire, un trésor pour la relecture ultérieure. Donc le mot poète vient du verbe poio, c'est ce qu'on appelle un verbe contracte. On l'appelle ainsi parce que l'oméga final de poio résulte de la contraction eo. C'est un détail important pour en déduire toute la conjugaison. Oi poietai legusi, les poètes disent, legusi annonce ce qu'on appelle une proposition infinitive, qui se caractérise par un sujet à l'accusatif, ici tonipnone, que le sommeil, et un verbe à l'infinitif, ici einai, être, qui se traduit par un présent que le sommeil est. Nous avons vu précédemment le présent de l'indicatif du verbe einai. En français, la proposition infinitive existe aussi, mais ne concerne que les verbes de perception. Par exemple, j'entends les oiseaux chanter. J'entends quoi les oiseaux? Donc c'est bien l'équivalent d'un accusatif, complément d'objet direct d'un verbe transitif direct, et chanter qui est un infinitif. Je vois le chat se promener et ainsi de suite. Mais en grec ancien, la proposition infinitive est généralisée avec des verbes tels que dire, croire, espérer et ainsi de suite. Donc tonupnonainai, que le sommeil est, adelphone, le frère. Comme le sujet est à l'accusatif, l'attribut du sujet est également à l'accusatif. O adelphos, le frère, et Adelphée, la sœur. D'où la ville de Philadelphie aux États-Unis, que j'évoque au début de ma nouvelle intitulée L'Audition, d'une part pour la situer. Elle se situe entre New York et Washington. On devrait d'ailleurs dire Washington DC, District of Columbia, pour indiquer qu'il s'agit de la capitale des États-Unis, et éviter toute confusion avec d'autres lieux qui portent ce même nom.
D'autre part, pour donner la signification de ce mot, par exemple amitié des frères et des sœurs. On a déjà vu la racine phil avec ophiloi, ô mes amis, et adelphe qui renvoie au frère ou à la sœur en fonction de la terminaison de ce mot. Les poètes disent que, oi poietai legoussi, le sommeil est frère, ton upnon adelphonainai, tout anatou de la mort, tout anatou au génitif. Les poètes disent que le sommeil est frère de la mort. En assertion directe, en supprimant la proposition infinitive introduite par oi poietai legoussi, on aurait o hypnos estin adelphos tout anatou. Le sommeil est frère de la mort. Estin accentué devant un paroxyton. Hypnos est un paroxyton, accent aigu sur la pénultième. Accent grave sur l'enclitique estin, baryton devant un mot accentué. Nu FL cystique devant voyelle. On peut même envisager une formule encore plus ramassée en enlevant les articles et le verbe être. Hypnos adelphos tanatou. Dans ce genre d'énonciation, la formule prend la forme d'un adage, comme quand on dit par exemple « Pierre qui roule n'amasse pas mousse ». Dans le cadre d'une sentence, on enlève les articles. Ce dicton signifie que la richesse est difficile à obtenir quand on change trop souvent de lieu, quand on déménage trop souvent. La mousse représente les biens qu'on peut plus facilement accumuler en restant au même endroit. Ou encore 36 métiers, 36 misères, qui n'a pas de verbe, c'est une phrase nominale. En grec ancien, il en va de même. On supprime parfois les articles et le verbe être pour généraliser la formule. En Athenais, oi rhétores hegemones tudemu essan. En Athenais, à Athènes, oi rhétores, les rhéteurs, c'est-à-dire les orateurs, mais on entend par là surtout ceux qui font des discours politiques. On retrouve le RH initial de rhéteur en français, qui correspond au rho esprit rude du grec ancien. Tout rho initial est doté d'un esprit rude. L'esprit rude est translittéré par la lettre H en français. Essan, était, c'est l'imparfait du verbe eimi, être, à la troisième personne du pluriel de l'imparfait. Oi rhétores essan, les rhéteurs étaient. Hegemones, les chefs, les meneurs, on reconnaît le mot hégémonie. Tudemu, du peuple. Ici on a le verbe à la fin de la phrase, mais ce n'est pas obligatoire. On aurait très bien pu avoir oi rhétores essan hegemones tudemu. À Athènes, les orateurs étaient les guides du peuple. Dernier petit exercice pour finir. Anthropos esti skia monon. Anthropos esti, l'homme est. L'absence d'article peut se rendre par un homme, mais parfois ça n'a pas d'importance dans le cadre d'une généralité. Vous voyez qu'anthropos est réaccentué sur sa finale. C'est la règle d'accentuation. Un proparoxyton est réaccentué sur sa finale devant un enclitique. Skia, une ombre. Monone, seulement. L'adverbe monone permet de rendre la restriction ne que. L'homme est une ombre seulement, l'homme n'est qu'une ombre.